Bonjour les amis et Blumophile bien entendu, donc toujours très heureux de vous retrouver bien sûr, même si c'est devant une caméra, enfin voilà c'est comme ça, hein. Tant utiliser les moyens modernes de communication. Il s'agit aujourd'hui de notre étude numéro 20 qui va être consacrée aux conséquences des énergies dites vertes, c'est-à-dire essentiellement l'éolien et le photovoltaïque, vis-à-vis du programme des centrales REP, c'est-à-dire réacteurs eau pressurisés, qui fonctionnent actuellement depuis bientôt 60 ans. Alors, préalablement, je dois apporter une précision parce que dans l'étude précédente, j'ai commis un petit lapsus qui est le suivant. J'ai dit que le dihydrogène était utilisé au niveau de la sidérurgie. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Bon, j'y reviens quelques instants après. Non, je voulais dire simplement dans le domaine pétrolier pour la désulfuration des produits pétroliers. Alors, au niveau de la sidérurgie, c'est pas inexact du tout, puisqu'il y a des études qui sont faites, qui sont entreprises déjà depuis pas mal d'années, dont l'objectif est de voir dans quelle mesure on peut remplacer ou limiter l'utilisation du coke pour obtenir donc de l'acier. Pourquoi? Parce que la sidérurgie est quand même un polluant important au niveau GES, au niveau gaz à effet de serre. Et à ce moment-là, évidemment, ça irait dans le bon sens. Toutefois, encore faudrait-il que ce dihydrogène soit fabriqué sans lui-même émettre du dioxyde de carbone ou d'autres produits. Bon, je ne suis pas spécialiste de la chose, c'est en cours, je ne sais pas non plus où ça en est au niveau sidérurgique. Bon, une affaire à suivre. Alors, pour revenir à notre programme nucléaire, quel était son coût? Alors c'est toujours la même chose, hein. Vous vous rappelez, l'entonnoir, les plus, les moins, l'entonnoir, et puis le petit tube, et au bout, une facture et argent sonnant et trébuchant. À l'origine, donc en 1972-73, le programme de construction des centrales telles que nous les utilisons aujourd'hui, précisé en 1995 par la Cour des comptes et actualisé aujourd'hui suivant le convertisseur de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, on serait à 156 milliards d'euros. Ce qui est, je ne dis pas que c'est pas cher, c'est pas ça, mais enfin, c'est quand même tout à fait raisonnable, puisque on arrive à, en gros, 1370 euros par kilowatt installé ou produit pour 60 années, puisque les centrales, à l'origine, étaient prévues pour 60 années. Bien. Alors, ces centrales étaient faites pour fonctionner en base, c'est-à-dire, là encore, question de rentabilité, calculée sur environ 80% de leur production, c'est-à-dire de leur capacité de production. Sachant qu'une centrale, qu'elle soit thermique ou autre, est faite pour fonctionner à 100% et non pas à 30 ou à 40%. Donc il y a un seuil de rentabilité, pour ce que je m'en souviens, je crois que c'est aux alentours de 80%, peut-être un peu moins. Ce qui représente, si nous partons sur les 80%, 50 700 MW de production de puissance continue. Alors continue pourquoi? Parce que ce programme était aussi fait pour fonctionner en base, c'est-à-dire à puissance à peu près constante. Alors les 20% qui manquent là, des 80 de rentabilité, tout simplement ça correspond aux périodes de rechargement, donc en combustible annuel ou de réorganisation au sein du réacteur annuel, et puis les décennales également qui durent beaucoup plus longtemps. Et puis également les petits incidents qu'il peut y avoir, ça fait partie, je dirais, de la routine. Alors, concernant les énergies renouvelables, il s'agit alors je reste uniquement sur l'éolien et le photovoltaïque, surtout sur l'éolien. Les énergies aléatoires, leur coefficient de charge, que j'avais appelé K, si vous vous souvenez, dans les deux études consacrées donc au photovoltaïque et à l'éolien. Alors pour calculer sur 13 années, c'est-à-dire de 2011 à 2024,
calculé par mes soins, mais on arrive au même résultat à pas grand-chose près vis-à-vis du coefficient de charge proposé par EDF ou par RTE, Réseau Transport d'électricité. J'arrive pour l'éolien à 4,19, c'est-à-dire une moyenne sur ces 13 années. Alors j'ai pas mis 2025 parce que je l'avais pas, et que à mon avis ça n'a pas changé grand-chose. Et puis pour le photovoltaïque, il est beaucoup plus important puisqu'on est à 7,52. Ça veut dire que proportionnellement, le photovoltaïque produit beaucoup moins, c'est presque moitié moins, pas tout à fait, mais presque, que l'éolien. Tout ça dépend évidemment des aléas météo. Alors, suivant ces aléas météo, ça va nous conduire à différentes dispositions. En particulier, si je prends un exemple, mais ce n'est qu'un exemple, les centrales de Normandie qui sont un peu plus haut, ou bien dans la partie nord de la France, parce que c'est quand même là que ça concentre pratiquement un maximum, eh bien, elles tournent presque à leur maximum. Mettons qu'elles tournent à 80% ou à 90%. Et puis, pendant ce temps-là, toute la région Rhône-Alpes ou bien Massif central et autres, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Bon. Alors, évidemment, il y a des centrales nucléaires, il y a celle de Bugey, il y a celle de long du Rhône, mais il y a quand même un besoin d'énergie. Bon, nous sommes en hiver, par exemple, hein. Donc on va procéder, c'est-à-dire que l'unité de commande, j'ose pas dire de commande, mais de régulation générale en France, va procéder d'une manière automatique ou par les opérateurs à des transferts d'énergie. Ces transferts d'énergie vont s'effectuer par les lignes THT, très haute tension, en général 220 000, 380 000 volts. Mais c'est pas gratuit. Et pourquoi c'est pas gratuit? Nous sommes en courant alternatif, 50 Hz, c'est-à-dire 50 passages par 0 par seconde, et les câbles des lignes à haute tension, eh bien, présentent une certaine résistance qu'on appelle ohmique, c'est-à-dire résistance du matériau, résistance électrique des matériaux. Et ça, et puis alors un deuxième effet, qui est ce qu'on appelle l'effet capacitif, c'est-à-dire l'effet de condensateur entre les câbles et le sol. Et ça va représenter entre 7 et 8% de la puissance transitée, ce qui est quand même pas négligeable. Si nous transitons 3000 MW, par exemple, le calcul est vite fait. Si on prend 7%, ça fait 210 MW de perdu. Si c'est 8%, ça fait 240 MW. Qui vont aller plus ou moins chauffer les moineaux. Vont-ils s'en plaindre? Non, parce qu'ils ne vont pas s'en apercevoir, ni d'ailleurs personne, puisque ces lignes font, mettons, 500, 600 km de long, donc ça représente vraiment une élévation de température totalement micrale. Mais néanmoins, c'est perdu. Et oui, voilà. Alors, comment va-t-on maintenant compenser ces énergies aléatoires? Parce qu'il y a du vent, on a de l'énergie électro-éolienne, il y a du soleil, on a de l'énergie photovoltaïque, mais s'il y a un nuage qui passe, ou s'il y a une pluie qui arrive, il n'y a plus d'énergie photovoltaïque ou pas grand-chose, et puis pour l'éolien c'est pareil. Donc on voit tout de suite une gestion du réseau qui est compliquée. Ben oui, quand on a affaire à des centrales nucléaires, ou voire d'autres, ou des centrales hydrauliques par exemple, on peut les faire fonctionner, je dirais, en palier. Ils sont faites pour ça d'ailleurs. Moins pour l'hydraulique, enfin si, ils sont faites pour fonctionner en palier, mais on va voir qu'on peut moduler. Mais il faut bien trouver un moyen de compensation. Et cette gestion compliquée du réseau se complique encore en fonction de la demande. Entre les périodes de la journée, le matin quand tout démarre, le soir quand une partie s'arrête, je pense à l'industrie, enfin ce qu'il en reste, et puis ou les trains qui circulent, bon, il y a quand même des milliers de trains qui circulent en France tous les jours. Suivant les heures, la consommation n'est pas la même, donc la production doit s'adapter. Donc ça veut dire aussi les transferts d'énergie électrique, parce qu'on peut se retrouver avec certaines lignes THT surchargées ou limite d'être surchargées, et d'autres qui au contraire, ne le sont pas. Donc tout ça, on voit immédiatement que c'est une gestion compliquée, qui existait beaucoup moins avant. Cela va induire des moyens de compensation.
Alors, ou de substitution. Alors, quels sont ces moyens de substitution? Eh bien, le premier, ce sont les centrales thermiques. Et le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Il y en a encore une, à ma connaissance, hein, qui est en Bretagne, à Landivisio, qui appartient à la société Total Énergie, qui fait 445 MW à 1 ou 2 MW près. Bon, enfin, elle ne va pas suffire à elle toute seule pour réguler le réseau. Bon. Et puis en plus, c'est une centrale à gaz. Alors, devinez mes pensées. Au prix où est le gaz actuellement, même si Total coopère là, avec les Russes très largement là-haut, au-delà du cercle polaire, dans la presqu'île de Yamal, bon, c'est quand même que 445 MW. Pas négligeable, mais pas très loin. Alors, il va falloir trouver autre chose. Alors, il y a évidemment l'hydraulique. L'hydraulique au fil de l'eau, le Rhin, le Rhône en particulier, ou d'autres plus ou moins torrents ou rivières avec lesquels on a fait d'immenses lacs. Je pense à Bord-les-Orgues, je pense à d'autres grandes centrales dans le Massif central, par exemple, ou en Provence. Mais fil de l'eau, ça va, on a à peu près un débit plus ou moins constant suivant les saisons. Mais les centrales de lacs, on va pas, ou de grandes chutes, on ne va pas vider les lacs. Donc ça veut dire qu'il y a un certain potentiel utilisable, mais pas forcément très important. Alors, cela va-t-il suffire ou pas? Ça va dépendre des périodes. Et puis, qu'y aurait-il d'autre encore? Eh bien, il y a l'importation de courant par les pays voisins. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, on préfère leur en vendre plutôt qu'en en acheter. Paraît logique. Et puis, reste à ce moment-là encore une autre technique qui sont les TAG, turbines à gaz, et les TAC. Pas tic et tac, hein, ça c'est les dessins animés, c'est tout à fait autre chose. TAC, turbine à combustion qui fonctionne au fioul léger ou d'autres. Alors, concernant ces unités, déjà, il n'y en a pas énormément en France. Et il leur faut en gros 30 minutes pour atteindre la pleine puissance de l'état 0. D'un autre côté, on ne va pas les laisser tourner par exemple au tiers de leur puissance en attendant qu'on en ait besoin. Tout ça coûte cher. Toujours l'histoire de l'entonnoir. Hein. Et puis le gaz, je pense que c'est pas la peine d'épiloguer sur le sujet quand on connaît le coût. Depuis qu'on a le sabotage de Nord Stream 2, du gaz bon marché, il n'y en a plus. Maintenant, on l'achète aux États-Unis 4 fois le prix, Algérie, où on peut. Alors, que reste-t-il? Il reste les centrales nucléaires. Alors, les centrales nucléaires, que peut-on faire avec ces unités qui étaient faites pour fonctionner en base? Eh bien, on va les passer ce qu'on appelle en téléréglage. Alors, qu'est-ce que certaines unités, pas toutes, attention. Qu'est-ce que le téléréglage? Le téléréglage, c'est, j'ose pas dire le pilotage automatique sur les avions, mais enfin, on pourrait imaginer quelque chose comme ça. C'est un appareil évidemment électronique qui se situe dans ce qu'on appelle l'unité centrale de gestion du réseau qui est à Paris, le dispatching central, et qui va mesurer à chaque instant, bien sûr, très finement la fréquence du réseau. Cette fréquence, c'est 50 Hz. Tout surplus d'énergie va se traduire par une légère augmentation de la fréquence, qui nous paraîtrait imperceptible, mais qui en fait existe, et toute consommation va au contraire se traduire par une légère chute de fréquence. Ça veut dire que les centrales qui tournent, il faudrait qu'elles puissent compenser. Cet appareil va envoyer un signal aux centrales, aux unités, ce qu'on appelle les tranches, aux unités qui sont asservies au téléréglage, pas toutes. Les unités électronucléaires, REP, réacteurs haut pressurisés. Et ce signal va arriver en salle de commande sur un appareil également qu'on appelle une platine, qu'on appelle également le téléréglage, et qui, suivant la plage de fonctionnement qui a été définie, par exemple 80-100% de puissance, ou, 60-80% de puissance, va faire réagir
les barres de contrôle au niveau de la puissance neutronique du réacteur, c'est-à-dire la puissance nucléaire du réacteur. Les barres vont donc s'insérer ou se lever au contraire, suivant un certain gradient, au sein des éléments combustibles. Quand je dis éléments combustibles, il ne s'agit pas de pétrole ni de charbon, il s'agit d'uranium-235, pas la même chose, et 238. Donc, et voire de plutonium. Donc, et ces barres donc, vont réagir, et à ce moment-là, on va avoir plus ou moins de puissance disponible au niveau vapeur à la turbine à vapeur. Bon, ça, c'est, je dirais, l'idéal. Petit problème quand même, c'est que plus on va insérer ces barres de réglage au sein des éléments combustibles, on va avoir ce qu'on appelle une distorsion du flux. C'est-à-dire que le flux nucléaire, bien sûr, qui normalement est bien réparti par sa géométrie, par les études qui ont été faites, est bien réparti sur le cœur, va se trouver déformé. C'est-à-dire qu'à l'endroit où les barres vont descendre, on aura quasiment très peu ou pas grand-chose comme flux à cet endroit-là, mais il sera plus bas. Alors, j'ai pas dit qu'il est en surcharge, non, mais il est à sa charge nominale, si on peut dire, mais plus bas. Ce qui veut dire qu'on va avoir une distorsion du flux et une usure différentielle du combustible. Ça va falloir le gérer. Eh oui. Et puis, autre problème également, c'est que tout ceci va se traduire par des phénomènes physiques et des phénomènes mécaniques. C'est-à-dire la variation du flux, les variations de température qui vont interagir avec les structures de la cuve du réacteur. Alors, ces variations sont comptabilisées par, là aussi, un automatisme. Tout ça, c'est très suivi, hein, c'est très instrumenté, c'est pas... Hein. Et ça va se traduire par ce qu'on appelle un certain coefficient de vieillissement de l'installation. Alors là, je suis très prudent parce que je reviens sur mes esprits chagrins que j'aime bien. Tout de suite, oh là 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 là, on savait bien que c'était dangereux, je ne sais quoi. Enfin bon, évacuons ça tout de suite. Hein. Il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit simplement d'un suivi très fin des conditions physiques et mécaniques des installations. Et ce téléréglage, in fine, s'il dure des années ou toute la vie de l'unité en question, va se traduire effectivement par un certain coefficient de ce qu'on appelle coefficient de vieillissement. Alors, je ne dis pas que ça va diviser la vie de la cuve, enfin du réacteur par deux, hein, c'est pas du tout ça, non. Évacuons ça tout de suite. Ça peut se traduire par peut-être 1 année ou 2 années en moins, je ne sais pas, sur les 60 années possibles. Bon, c'est pas très important, c'est quand même pas négligeable, et c'est intéressant d'en parler parce que de toute façon c'est parfaitement connu, mais il s'écrit aussi n'importe quoi là-dessus. J'ai eu l'occasion de voir des choses qui m'ont fait dresser les cheveux sur la tête, enfin ceux qui restent. Et bon, il faut quand même rester raisonnable, hein, et je dirais dans le bon sens. Voilà. Alors ça, c'est un paramètre qui fait partie, je dirais, du coût, en particulier de l'énergie éolienne. Alors, je parle un peu moins du photovoltaïque, pourquoi ? Parce que ce sont des machines statiques. Enfin, des machines, ce ne sont pas des machines, le photovoltaïque sont des cellules, etc., mais c'est statique, ce n'est pas une machine qui tourne. Ensuite, le coefficient de charge étant plus faible ou plus fort, si on veut dire, que celui de l'éolien, la puissance installée du photovoltaïque est de 26 000, je ne sais plus combien, je donne quelques chiffres quand même, 26 000, en gros, 26 000 MW fin 2025. En réalité, il faut diviser par ce coefficient de 7,52. Bon. Et je vous rappelle que pour calculer la production, on divise la puissance installée par le coefficient correspondant et on multiplie par le nombre d'heures d'une année, 8760 heures. On arrive à peu près à la production annuelle. Bien. Alors ça dépend des régions, ce coefficient, bien sûr, et des années. Bon. Alors, donc on voit que tout ça, c'est pas simple. C'est pas simple, et en plus, en particulier, alors,
photovoltaïque surtout et un peu l'éolien surtout et un peu le photovoltaïque, eh bien, conduisent, alors par moment, à des surplus d'énergie. Bien entendu. Alors que fait-on? Téléréglage des centrales descendre. Enfin, celles qui sont téléréglages, mais jusqu'à un certain seuil. Et puis il arrive un moment, on se dit, on va en arrêter, parce que, par exemple, l'été. Alors on s'arrange pour que, enfin c'est EDF qui fait ça, s'arrange pour que ça puisse correspondre au mieux avec des arrêts pour rechargement du réacteur ou pour réorganisation des éléments combustibles. Les rechargements, c'est tous les 3 ans. Donc, et puis on va arrêter les centrales. Alors, on retombe encore dans notre fameux entonnoir, les plus, les moins, le petit tube, et puis au bout, argent sonnant et trébuchant, parce que arrêter une centrale électronucléaire de 900 MW, 1300 ou 1450, c'est quand même une perte de rentabilité. Et nous sommes là encore dans l'argent sonnant et trébuchant. C'est-à-dire que lorsqu'on dit « Ah, le solaire, le photovoltaïque et l'éolien sont maintenant plus rentables que le kilowatt électronucléaire », on a vu que ce n'était pas vrai. Et puis ensuite, il faut comparer par rapport aux 60 années. Et puis il faut comparer également par la perte de rentabilité que cela induit sur les unités électronucléaires. Donc on arrive comme ça à un coût du kilowatt qui est certainement pas compétitif. Toujours pareil, il faut aller au bout du raisonnement, c'est-à-dire notre fameuse analyse de la valeur ou du cycle de vie, pareil en matière de finance, pareil en matière de technique, technologie, ce qu'on veut. Voilà. Et ça, c'est évidemment très important. Ce qui veut dire qu'il y a un coût apparent pour ces deux énergies renouvelables, mais il y a un coût réel. Alors, lorsque je vois au niveau du PP3 le programme énorme qui est enclenché, et d'ailleurs on l'a vu dans nos études précédentes, je m'interroge quand même parce qu'il va y avoir, à mon sens, un impact très important au niveau de la rentabilité du programme électronucléaire. Ça veut dire que d'un côté, la France s'est engagée pour son autonomie à construire des dizaines de centrales électronucléaires pour arriver comme ça à 63 000 et quelques 400 mégawatts d'électronucléaire, ce qui n'est pas rien. Et de l'autre côté, on s'engage à nouveau avec des sommes d'argent extrêmement importantes, et largement des entreprises privées cette fois, dans un programme éolien et photovoltaïque. Surtout éolien. Bon, on a un petit peu de mal à comprendre quand même. Hein. Enfin bon, on va revenir là-dessus. Hein. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on voit que sans la participation des centrales électronucléaires, eh bien, les conséquences indirectes de ces deux énergies renouvelables seraient très importantes et nous amèneraient à ce qu'on appelle une instabilité du réseau. Alors, qu'est-ce que l'instabilité du réseau? Eh bien, c'est tout simplement, encore là, des variations de fréquence. Et si derrière, nous n'avons pas, en cas de demande importante de puissance, ou d'arrêt brutal d'un parc, je ne sais pas, en Baltique, ou je ne sais pas où, ou devant les côtes de la Manche, il faut pouvoir le compenser. Et s'il n'y a pas les centrales nucléaires, eh ben, ça va devenir difficile. Sachant toutefois que les centrales ne réagissent pas, par exemple, s'il y a une demande de 500 MW, elles ne vont pas réagir instantanément sur 500 MW. Non, il y a un certain gradient. Pour mémoire, une cuve de réacteurs 900 MW, j'arrondis à 900 MW, au niveau de la virole, c'est-à-dire de la partie cylindrique, c'est 20 cm d'acier. 20 cm. L'ensemble pèse 263 tonnes. Alors je vous laisse le soin de faire le calcul pour un 1450 MW du palier N4. 1450 MW, vous voyez un peu l'épaisseur déjà. Sur un 900 MW, le couvercle, simplement le couvercle, c'est 50 cm d'épaisseur, 54 tonnes. On imagine tout de suite qu'on ne peut pas réagir comme ça instantanément, en puissance. Il y a forcément un gradient, bien entendu. Donc tout ça, ça se gère, c'est compliqué.
Et évidemment, ça fait appel à des automatismes, hein, bien sûr. Il n'y a pas que l'opérateur en salle de commande ou au dispatching central qui va réagir. Mais néanmoins, je reviens là-dessus, tout ça, c'est pas évident. Alors, pour mémoire, évidemment, cette instabilité du réseau a déjà valu un certain nombre de déboires. Alors, pour le moment, pas en France, mais en remontant un peu dans le temps, dans les Balkans, en Australie, où est-ce qu'il y a encore eu... Enfin, bon, voilà. Alors, je vais parler des plus récents, là, autour de nous. Alors, le 4 novembre 2006, la rupture d'une ligne très haute tension en Allemagne. Bon, je ne rentre pas dans les détails, hein, c'est un bateau qui a cassé une... Enfin, bon. Ce qui a valu la déconnexion d'un parc éolien des parcs éoliens qui étaient en mer du Nord, à l'extrême nord de l'Allemagne, ce qui a provoqué une énorme panne électrique générale. Alors, comment ça se passe-t-il? C'est simple, et je l'avais vu arriver, celle-là. J'ai vu aux lumières, alors, qui commençait à vaciller, mais suivant pas la fréquence du réseau, mais je voyais bien qu'il se passait quelque chose, et ça allait en amplifiant. Et j'avais identifié tout de suite une rupture de fréquence, une action sur la fréquence, et effectivement, plaf, d'un seul coup, terminé. Alors, comment ça se passe-t-il? Tout simplement qu'il y a des automates qu'on appelle de protection de lignes haute tension, alors qui sont en tension, en fréquence, et puis en impédance, etc., qui mesurent ces paramètres, au niveau en particulier des postes d'interconnexion. Et dès l'instant où on sort de ces paramètres, il y a ouverture automatique des disjoncteurs, qui vont... Donc leur mission, c'est d'isoler la zone défectueuse, de façon à ce que ça ne se transmette pas à des zones plus saines. Et pourquoi cela arrive-t-il? Tout simplement parce que si vous avez par exemple un parc de 800 MW, comme on va le voir en Angleterre, là, bientôt, qui se déleste, il faut que derrière les centrales puissent reprendre. Or, il faut qu'il y ait suffisamment de moyens de reprise de cette charge, ce qui n'est pas évident, et en plus dans un temps très court. Et là, ça n'a pas marché, et les disjoncteurs se sont ouverts. Alors, ça a valu, quelques bricoles quand même, c'est-à-dire la Hollande plongée dans le noir, une bonne partie, tout le nord de l'Allemagne, la Belgique, une bonne partie de la Belgique également plongée dans le noir, et une bonne partie aussi du nord et de l'est de la France, et je crois que ça s'est même plus ou moins approché de la région parisienne. Et ceci pendant plusieurs heures. Alors, inutile de dire que pour réalimenter une telle zone, c'est pas évident, parce qu'il ne suffit pas de refermer les disjoncteurs. Imaginons que toute cette zone déconnectée représente 20 000 MW. C'est vite fait, 20 000 MW sur un ensemble de régions comme ça. On ne va pas refermer, paf, 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 tous les disjoncteurs. Les centrales qui sont derrière sont incapables de reprendre d'un seul coup cette charge. Donc ça veut dire qu'il faut procéder petit à petit par quelques centaines de mégawatts. Voilà. Bon, tout ça, c'est encore toute une gestion. Le No-Foot 2019, nous y arrivons en Grande-Bretagne, perte du parc éolien de Hornsea One, 800 MW. Rien que ça, tout simplement un navire qui est rentré dans une éolienne en mer. Bon, c'est à garder en mémoire, ça. Ce qui veut dire que tout le Yorkshire et une partie autour, c'est plus de 5 millions d'habitants. Yorkshire, c'est la partie nord-ouest de l'Angleterre. Nord-est, pardon, pas ouest. Est de l'Angleterre. Qui s'est retrouvé sans électricité. Bon. Ça a duré plusieurs heures. Et puis alors la meilleure, le 28 avril 2025, je pense que là tout le monde s'en souvient, en Espagne, alors, ça serait dû, parce qu'il y a eu des tas d'hypothèses là-dessus, à une surtension, c'est-à-dire en fait une surproduction du photovoltaïque. Lorsque vous prenez en avion, vous allez, je sais pas, vous faites Paris ou Lyon, plutôt Lyon, tiens. Ouais, non, Paris, ça serait mieux. Paris-Maroc, Paris-Casablanca, Paris, voilà. Vous survolez sur les lignes le centre-Espagne. Et là, que voyez-vous? Bon, déjà, c'est une zone plus ou moins prédésertique. Mais ce que l'on voit, ce sont des milliers d'éoliennes et de panneaux solaires. Alors, sur le fond, c'est très bien, oui.
Mais revenons à ce que je disais précédemment, il faut la puissance de substitution en cas de rupture de fourniture locale ou globale. Alors là, c'est encore autre chose, ce qui s'est passé d'ailleurs. Il faut pouvoir compenser. Sinon, les disjoncteurs s'ouvrent, tac, 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 et ça se propage. Bon. Et là, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Les protections de ligne ont fonctionné, ont ouvert les disjoncteurs. Alors, rappel encore, le photovoltaïque, il y a un nuage qui passe, plouf, ça s'effondre. Je parle de la production. Le nuage ou l'orage passe, hop, ça redémarre. Tout ça, faut le gérer. Quand on a affaire à des parcs qui font plusieurs centaines de mégawatts, c'est quand même pas rien. Alors, eh bien là, ça a valu une grande partie de l'Espagne pendant plus d'une journée, je crois même une journée et demie à certaines zones, sans électricité. Gibraltar, qui est anglais pour mémoire, le Portugal, et ça s'est remonté, le défaut, enfin l'isolement électrique est remonté jusqu'en France par les lignes très haute tension qui passent par l'école des Pyrénées, et ça a affecté une bonne partie du sud-ouest de la France, et ça a même provoqué, parce que je pense qu'il devait être à 100% de charge ou il n'a pas pu reprendre, le groupe numéro 1 de la centrale de Blayais. Rien que ça. Bon, et bien après, il a fallu imaginer reconnecter tout ça petit à petit, petit à petit. Mais bon, c'est pas évident tout ça. Alors, il y a l'Andorre aussi, bien sûr, qui s'est trouvé là. Donc, ce qui veut dire que tout ça, on voit que c'est pas simple et que les énergies renouvelables, eh bien, premièrement, c'est pas gratuit et c'est loin d'être gratuit. Et ensuite, derrière, il faut pouvoir gérer tout ça. Et ensuite, également, l'impact sur les centrales électronucléaires. Bon. Alors, les autres conférences les autres préférences, les conséquences, par exemple, de la préférence de ces deux énergies renouvelables actuellement. C'est-à-dire qu'elles sont mises en avant au titre renouvelable, écologique, etc., etc. Bon, on a vu que c'était quand même pas si évident que ça. Alors, je rappelle, sollicitation croissante du téléréglage, évidemment, des centrales nucléaires, ça me paraît évident. Mise à l'arrêt des groupes nucléaires, en particulier l'été. Alors là, j'ai vu, il y a quelques grands penseurs qui se sont dit, ça c'est l'occasion, on va faire du dihydrogène avec ça. Alors, une centrale 1300 MW à l'arrêt, parce que c'est l'été, il fait chaud, on n'a pas besoin de beaucoup de courant, le photovoltaïque donne à fond. On va faire du dihydrogène, alors on va installer des électrolyseurs, 65% de rendement de la centrale électronucléaire, 33%, si je mélange les deux, on n'est déjà plus qu'à 25%, mais moins que ça, on n'est plus qu'à 18-19%, et puis que va-t-on faire de ce dihydrogène ? Je ne sais pas, de la mobilité ou autre chose, mais qui va avoir un certain rendement. Et puis on arrive comme ça à moins de 10%, on l'a vu d'ailleurs dans les études précédentes, on arrive à moins de 10% de rendement final. C'est-à-dire qu'on consomme de l'uranium 235 dans notre centrale, tout ça pour fabriquer du dihydrogène à moins de 10%. Je ne suis pas certain que ça soit très rentable. Là encore, notre fameux entonnoir, les plus, les moins, le petit tube, et puis facture, argent sonnant et trébuchant. Très bien. Alors, une autre affaire à laquelle je ne m'attendais pas du tout, j'ai eu l'occasion de visiter il y a 3 ans des petites centrales hydroélectriques privées, 2 dans le Jura et une dans le Massif central. Alors, ces petites centrales privées sont en général assez anciennes et leur puissance est limitée à 5 MW. 10 MW, mais sous gestion d'EDF. Et puis, j'ai constaté qu'elles étaient en gros à mi-puissance, alors qu'il y avait de l'eau. Alors, j'ai interrogé la personne qui me faisait visiter, et elle m'a dit, oui, mais on nous impose cette puissance-là parce que l'éolien, paraît-il, tourne à fond.
Ben oui, mais l'éolien, une grande majorité de l'éolien sont des sociétés privées. Et puis les petites centrales privées qui fournissent en gros 10% de la production hydroélectrique en France, ben, sont aussi privées. Alors, je ne comprends pas très bien comment ça se passe là, au niveau du code du commerce particulier. Là. Quelque chose qui ne va pas. Enfin, bon, c'est une remarque. Hein. Alors, en conclusion, ben, plus la puissance éolienne et photovoltaïque augmentera, plus les moyens de compensation devront être importants. Évidemment, il ne faut quand même pas oublier, et je rappelle, que, en plus d'être aléatoire, on ne peut pas régler la puissance de l'éolien ou du photovoltaïque, alors qu'on peut régler la puissance d'une centrale nucléaire, d'une turbine à gaz, de l'hydraulique. Là, on ne peut pas, c'est un peu du tout ou rien. Plus les prix de vente ça ne pourra conduire qu'à une augmentation des prix de vente de l'électricité. Je ne vois pas comment il peut en être autrement. Alors que le PPE3, c'est-à-dire au titre de la transition énergétique, nous dit que non, elle se fera à prix constant, tiendra compte du pouvoir d'achat. J'ai un peu de mal. Bon. Alors, donc le prix de vente augmentera. Pourquoi ? Pour les coûts de transfert de l'énergie électrique à travers les lignes, l'augmentation des moyens de substitution pour la sécurité du réseau, la perte de rentabilité du nucléaire. Oui, il y a une action, je suis désolé, mais dès l'instant où on arrête des centrales ou qu'on les fait tourner à puissance limitée, il y a forcément une perte de rentabilité. Pas oublier la faible durée de vie de l'éolien, c'est-à-dire 30 ans au mieux. On est à la moitié de la durée de vie des centrales nucléaires. Surtout que, sur une décision de l'État salutaire, en février 2022, la durée de vie des centrales, durée de vie opérationnelle des centrales électronucléaires a été portée à 60 ans et non pas à 50 ans comme ça avait été arrêté avec le PPE1 en 2019-2020, programme pluriannuel de l'énergie, qui avait été arrêté à 50 ans, la durée de vie arrêtée à 50 ans, en coopération avec les écologistes d'ailleurs. Heureusement, ça a été remis à 60 ans. Il y a une raison pour ça, c'est que sinon on allait tout droit, on allait dans le mur au point de vue disponibilité de production d'énergie électrique dès la fin de la décennie. Bon, donc le problème, a priori, serait résolu sous réserve des actions de la Commission européenne. Bon, ça c'est encore autre chose. Alors, il y a le coût du nombre d'installations éoliennes, c'est pas gratuit, comme je le disais, on a investi dans un programme électronucléaire, maintenant dont la rentabilité est affectée, et on investit maintenant des sommes astronomiques dans un programme éolien, photovoltaïque. Et ensuite avec des subventions qui sont prises sur les factures d'électricité, au titre de la transition énergétique. Bon, c'est un peu compliqué tout ça, hein. Voilà, il y aura le coût du démantèlement de tout ça, je ne sais pas, je parle en particulier de l'éolien. Alors, tout ça, à mon sens, a quand même un très faible rapport avec l'écologie. Pourquoi ? Parce que ces éoliennes, entre autres, au fond de la vue, je ne vais pas revenir là-dessus, il faut les construire, ça veut dire qu'il faut importer tous les matériaux, y compris le pétrole pour les résines synthétiques, les métaux, le cuivre pour les génératrices, l'acier pour les mâts, etc., etc. Donc je ne vois pas très bien où est l'autonomie du pays là-dedans, c'est-à-dire le fait qu'il soit autonome au point de vue production d'énergie électrique. Ce qui avait été à l'origine du programme électronucléaire, pas l'oublier. D'une part, arrêter à terme les centrales thermiques, économie de combustible, on importe, et également moindre pollution de l'atmosphère. Voilà, donc on dépend de l'extérieur. Alors, on voit qu'au-delà du coût direct du mégawatt ou du kilowatt, si vous préférez, éolien en particulier, on a un coût indirect qui est très élevé. Et je me pose la question extrêmement pernicieuse, qui est la suivante. Je me demande quand même si l'énergie électro-éolienne n'est pas une énergie de luxe quand même. C'est une question qui mérite d'être posée. Voilà.
Alors, quelle sera notre prochaine étude? Ce ne sera pas vraiment une étude. Je vais vous reparler un peu de la chaîne et de ce que j'entends en faire, ce que j'entends, vers quelle direction j'entends la diriger, et vous présenter un peu les livres qui sont les miens et qui sont gracieusement mis à disposition, vous parler un petit peu plus de tout ça et de la philosophie que je vois, qui est une philosophie d'abord, je dirais, d'instruction, de communication, entre guillemets, sans prétention, hein, toujours. Et puis, alors technique, philosophique, humaniste, ça c'est toujours. Ce qui ne nous interdira pas de parler également un peu de géostratégie. Voilà, géostratégie en général. Alors, n'oubliez pas le pouce, bien sûr, de vous abonner, bien sûr, ça ne coûte rien, de parler de la chaîne autour de vous, et en particulier de transmettre la page Facebook, de sponsoriser la chaîne, bien entendu, c'est très bien vu, ça, il y a Tipeee pour ça, et puis d'être annonceur sur le site, bien entendu, là aussi. Voilà, je vous remercie, et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Tout ça sort quand même beaucoup des chemins battus, hein, vous remarquerez. Et je vous dis donc à la semaine prochaine.